Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Cocoon, 100% positive et 100% iconaise. C'est un immense plaisir de vous retrouver et de tourner cette nouvelle émission avec la télé de Lyon. Cette émission sera sous le signe de l'été. Chloé vous présentera ses coups de cœur, villégiatures, châteaux et événements dans Lyon. Sandrine vous présentera l'association Le Parc en Puisay. Un article sur la santé, comment prendre soin en fait, de son système immunitaire. Et elle finira par un article sur de l'énergétique, sur comment vivre avec la Lune. Accueillons dès à présent notre invité du jour, Dominique Vuillermoz. Bonjour Dominique. Bonjour Isabelle. Alors Dominique nous parlera d'un sujet aussi important que celui des abeilles, c'est-à-dire les vers de terre. Accueillons dès à présent nos chroniqueuses Chloé et Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors dans notre magazine 100% nomade de cet été, nous avons fait une large sélection d'articles et d'événements. Nous ne pourrons pas tous les citer ici sur notre plateau, mais vous pourrez les retrouver dans le lien qu'on mettra en commentaire de cette vidéo ou sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Chloé, je sais que vous avez eu quelques coups de cœur à la rédaction de l'article sur les événements dans Lyon. Vous allez nous en dire un peu plus maintenant. Oui, donc effectivement, j'ai eu plusieurs coups de cœur, mais j'en ai sélectionné 3 aujourd'hui. En termes d'événements, cet été, nous pouvons retrouver le spectacle pyrotechnique de Rosny les 7 écluses. Pendant cet événement, vous pouvez assister à l'un des plus beaux feux d'artifice de France qui a lieu le 29 juillet 2023. C'est l'occasion aussi d'admirer les 7 écluses, un ouvrage d'art remarquable qui permit à un bateau de passer de Loire en Seine en descendant les 34 mètres du grand escalier d'eau pour la première fois en 1642. Aussi, vous pouvez retrouver Assens, donc Musique Assens, qui est un festival gratuit, donc le 7 et 8 juillet, où la danse et la musique sont à l'honneur. Vous pouvez avoir des représentations des écoles de danse du Sénonais. Ensuite, vous retrouverez une programmation musicale variée, mêlant les artistes locaux et des têtes d'affiche comme Jennifer. Yes. Ouais. Enfin, vous pourrez retrouver partout dans l'Auxerrois des cinémas en plein air qui seront organisés donc du 12 juillet au 24 août dans de nombreuses communes. Au programme, vous pourrez retrouver Charlie et la chocolaterie, le roi Arthur ou encore La Belle Époque. Et tout ça, c'est gratuit. Très bien, merci Chloé pour cette sélection. Passons maintenant la parole à Sandrine qui va nous présenter une association qui s'appelle Le Parc. Donc P comme produire, A comme s'alimenter, R comme se réunir et C comme créer. D'ailleurs, Dominique est également administrateur de cette association, je crois. Donc vous pourrez échanger avec Sandrine sur le sujet. Donc quel est donc le but de cette association, Sandrine ? Alors cette association est une action collective dont le but est de promouvoir l'autonomie alimentaire locale. Comme le disait Dominique avant que nous commencions l'émission, c'était l'idée de la graine à l'assiette. Alors c'est quelque chose qui finalement se faisait dans le temps, tout simplement. Nous avions notre potager et on mangeait ce qu'on produisait. Aujourd'hui, donc, c'est proposé par cette association. On est dans une transition écologique qui semble évidente aujourd'hui. Tout se passe en lieu de production qui est le jardin des ressources de la terre de Tanner en Puisay. Oui. On peut sur place donc avoir une éducation aux techniques de culture. Tout le monde ne sait pas faire un potager. Et ensuite, on a aussi une éducation culinaire, c'est-à-dire que non seulement vous allez pouvoir produire vos patates douces ou votre choucal, mais ensuite après on peut vous expliquer comment le cuisiner. Voilà. Et pour les personnes qui ne sont pas sur le lieu, ils ont aussi créé une cuisine mobile où là, ça permet à des habitants des villages isolés de pouvoir aussi acquérir ces compétences d'éducation, qu'elles soient de la culture ou alors de la cuisine. Très bien. Voilà. Je crois que vous aviez organisé un certain nombre d'événements
dont vous nous avez parlé en off tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, le parc, c'est énormément d'activités. J'invite des téléspectateurs, entre autres, à découvrir le site et surtout à s'inscrire parce que c'est 6 € l'année, sincèrement, Oui. c'est très peu. Et après avoir souscrit et faire partie du parc, Ouais. vous allez découvrir toutes les activités. Il y a une newsletter qui paraît tous les mois. Oui. Et entre autres, pour donner un petit peu l'appétit, mettre en appétit, je dirais, il y a la fête de la tomate, par exemple, au mois d'août, où on partage toutes les tomates qu'on peut avoir et on peut découvrir tous les goûts. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 1200 variétés de tomates, c'est énorme. C'est Tomates et Cosmos, en plus, on découvre les étoiles, etc. Il y a d'autres activités, dont à l'automne, où on fait la fête de la courge. Alors c'est super parce qu'en termes de visuel, j'ai les courges, ça prend toutes sortes de formes, toutes sortes de goûts aussi. Et à cette occasion, on partage des plats que l'on apporte. Ça peut être aussi bien de la soupe, ça peut être des cakes à la tomate, etc. Et on déguste chacun. Donc c'est très convivial, c'est très agréable parce qu'on croise plein de personnes qui ont envie de voir les choses autrement, de vivre autrement, avec beaucoup partager, Ouais. beaucoup de relations qui sont vraiment constructives et intéressantes. Voilà. Cette association comporte quand même 6 salariés. Ah oui, c'est quand même. Et une si belle vous voulez en association. savoir plus justement sur toutes les animations de cette belle association, de cette nouvelle façon de consommer, c'est leparc.org. Très bien, merci Sandrine. Vous aviez peut-être quelque chose à rajouter? Pareil, Sur pour le aller un sujet. petit peu plus loin dans l'association, on a des petits groupes comme le groupe semencier où vous pouvez apprendre à conserver vos graines, à les reproduire, etc. etc. Ah oui. C'est super important d'être en mesure d'avoir une certaine autonomie en termes de graines. On a un groupe qui s'appelle Jardin Forêt, donc comme son nom l'indique, il y a toute une éducation à faire autour de cette production et de l'alimentation sous forme jardin forêt. Jardin forêt, peut-être alors, à la recherche des plantes comestibles. Entre autres, oui, tout ce qui Ouais. est plantes comestibles, mais que ce soit aussi bien en hauteur qu'au sol, etc. Ah oui, Jardin d'accord. forêt, c'est à tous les étages. C'est-à-dire que D'accord, oui, on peut trouver de la une pomme, nourriture. elle va se trouver une certaine, et puis on peut trouver donc Plantes c'est sauvages. très intéressant à découvrir. On a aussi une autre activité qui est un groupe glaneur. Alors le groupe des glaneurs, c'est à l'automne, bien sûr, il y a malheureusement beaucoup de fruits perdus. Et quand on est au courant, donc si vous avez par exemple un verger, vous avez plein de pommes et puis vous savez très bien que vous n'allez pas les cueillir parce que vous n'avez pas le temps, on peut intervenir et au-delà, on va faire, puisqu'on a un pressoir, on va faire des jus, on peut faire de la compote, on peut faire des confitures et plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir le parc. Et à prévenir le parc si vous avez des fruits qui peuvent s'abîmer. Tout à fait. Très bien, oui. Voilà. Ouais. Merci Sandrine, merci Dominique. Écoutez, c'est le meilleur moment pour annoncer votre sujet. On parlait de production alimentaire. Eh bien, c'est le moment de vous mettre en lumière avec votre passion, une de vos passions, parce que vous en avez plusieurs, et de parler de l'utilité des vers de terre. Donc, alors, on pourrait très bien se dire, les vers de terre, c'est moche, ça sert à rien. Et bien, après avoir assisté à une de vos conférences, je le regarde un petit peu différemment aujourd'hui. Un petit peu moins avec dégoût, je dis. Voilà. Mais, voilà. Donc, d'où vous est venue cette passion pour les vers de terre? Alors, pour faire court, j'ai eu l'occasion de découvrir un livre qui s'appelle Des vers de terre et des hommes. Oui. C'est un livre qui fait quand même 300 pages, quand même pas mal sur les vers Oui. de terre, donc ça occupe 5 minutes. Hein, je le lis pas dans la soirée. Mais l'auteur, en fait, c'est un dénommé Marcel Boucher, donc un Français qui est chercheur, qui a passé 30 ans de sa vie à étudier les vers de terre en situation. C'est-à-dire qu'il les a observés, entre autres à l'abbaye de Cîteaux, dans des prairies qui n'avaient jamais été travaillées par l'homme. Donc Oui. le ver de terre était à son état initial, on va dire. Pour info, les vers de terre sont sur Terre depuis 300 millions d'années quand même. Donc Ah oui. c'était bien avant nous. Et à cette époque-là, tout simplement, il y avait une végétation luxuriante, il y avait des dinosaures, il y avait des fougères géantes,
plantes, etc. Et donc on s'aperçoit que l'homme, au milieu de tout ça, il n'existait pas, donc ça marchait très bien. Et donc au-delà de ça, le ver de terre, on s'aperçoit que c'est lui qui, entre autres, génère la fertilité du sol. Voilà ce que je peux dire rapidement. Je peux aller plus loin, si tu veux. Oui. J'ai lu aussi un autre livre qui s'appelle « Jardiner sur sol vivant ». L'auteur, c'est un dénommé Gilles Domenech. Alors le livre, là, il est relativement petit, mais je dirais que la terminologie sol vivant, sincèrement, je ne l'avais pas appréhendée avant de découvrir ce livre. C'est-à-dire que quand je marchais sur le sol, il me supportait, éventuellement il était glissant ou mouvant ou humide, etc. Mais au-delà de ça, j'avais jamais découvert j'avais jamais appréhendé le fait qu'il y avait une vie dans le sol. Mmh. Et comme je suis relativement curieux, donc j'ai découvert ça, j'ai lu. Et puis après, je me suis dit que c'était une notion qui était très importante. Et entre autres, un dénommé Hubert Reeves, que tout le monde connaît, qui habite dans Lyon, entre autres, astrophysicien de renom, il a dit à la télé, justement, notre survie dépend des vers de terre. Alors pourquoi il a déclaré que notre survie dépend des vers de terre ? Tout simplement parce que sans vers de terre, il n'y a pas de vie possible en termes de plantes. Les plantes ne peuvent pas pousser. Quand on regarde un champ de grande culture, malheureusement, qu'on commence à gratter un peu, on s'aperçoit que c'est une matière qui est complètement inerte, qui est devenue complètement inerte. Mmh. Et au-delà de ça, si on veut faire pousser quelque chose dans une terre qui est complètement inerte, il faut des intrants, donc des produits au sens large, pour ne pas rentrer dans les détails, issus du pétrole, et donc on dépend complètement d'un artifice, puisque le pétrole, c'est un artifice, c'est de la chimie. À l'opposé de tout ça, il faut découvrir le principe de base qu'on appelle le sol forestier. Le sol forestier, on n'a pas besoin de l'arroser. Mmh. Les arbres poussent naturellement. Et tout ça depuis des millions et des millions d'années. Alors, comment ça fonctionne ? C'est relativement simple. C'est-à-dire qu'à l'automne, les feuilles tombent sur le sol. Les champignons, les bactéries, etc., décomposent la matière organique. Et cette matière organique, c'est tout simplement la matière nécessaire pour la vie des plantes, et donc les racines viennent se fournir directement et le cycle continue de manière perpétuelle. Alors ça, on l'a un peu occulté, même dans les jardins classiques où malheureusement, pendant des années, on a retourné le sol et puis on a ajouté quand même un peu de fumier, et puis on s'est mis à ajouter des engrais, y compris dans les jardins presso. Tous les 3 jours dans certains jardins. Voilà. Ça, c'est encore un autre débat. Et donc, au-delà de ça, le ver de terre, il a énormément de qualités, puisqu'en fait, il crée la porosité du sol. Alors, la porosité, c'est important, parce que le jour où il pleut, l'eau va rentrer, pénétrer. Il faut savoir que certains vers de terre, ce qu'on appelle les anéciques, ils creusent des galeries verticales jusqu'à 2 mètres, voire 6 mètres de profondeur. C'est colossal. Ouais. Et donc, ils permettent une porosité. Et à l'opposé, quand on regarde un champ dont la terre est à nu, le jour où il y a une pluie, il y a une battance, c'est-à-dire que le sol durcit de manière naturelle, puisque ce sont les gouttes d'eau qui viennent durcir le sol avec un petit peu de soleil. Et ensuite, l'eau, au lieu de pénétrer, on la retrouve dans les fossés, on la retrouve dans les rivières, on a des crues, on a des inondations, et bien sûr, on se demande pourquoi. Il faut arrêter de se poser des questions alors que la réponse, on l'a. Et donc le ver de terre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a, au cours d'une année, il a un cycle de vie qui est de travail, on va dire, au sens large. En été, si vous regardez bien, vous ne verrez pas de ver de terre dans votre jardin. Vous avez éventuellement des tout petits vers, ce qu'on appelle les vers de fumier, qui sont dans la litière, ils sont dans les 5-6 premiers centimètres. Ouais. Mais les gros vers de terre, vous ne les trouverez pas. Ils estiment qu'à ce moment-là, il fait trop chaud, trop sec, et ils descendent dans le sol pour se protéger de la chaleur et de la sécheresse. Arrivés en automne, tout naturellement, ils vont ressortir du sol, et ressortir à une certaine altitude, et les vers de terre vont travailler, contrairement à toute attente, travaillent la nuit. Alors ça, on a du mal à l'imaginer, mais par contre,
c'est très visible, surtout en hiver, voire au printemps. Parce qu'en hiver, pareil, en fonction de la température, ils vont descendre dans le sol et attendre s'il fait trop froid. Sinon, ils ressortent et ils se positionnent et ils effectuent leur petit travail de galerie, etc., etc. Et ce qui est intéressant, pour reprendre l'idée de Sandrine concernant la tonte, il faut savoir qu'à l'automne, pendant des années, j'avais tondu ma pelouse, c'était propre, impeccable, propre au sens où on peut l'imaginer. Et quand j'ai pris conscience de l'activité du ver de terre, j'ai pris ma tondeuse, mais par contre, j'ai broyé les feuilles et j'ai tout laissé sur le sol. Alors ça, c'est une expérience que vous pouvez créer quand vous voulez. Vous laissez tout sur le sol. Alors bien sûr, c'est sale, au sens large. Mais l'hiver passe dessus et vous arrivez au printemps, vous allez voir que toutes les feuilles, toute la tonte vont avoir disparu. Et en échange, bien sûr, vous allez avoir des déjections de vers de terre, ce qu'on appelle des petits monticules, des turicules. Et ces turicules, ce sont les traces laissées par les vers de terre lorsqu'ils viennent la nuit pour chercher les feuilles que vous avez laissées, chercher la matière organique et la rentrer dans le sol et la transformer en engrais. Super. C'est tout ce cycle-là qui est intéressant à prendre en compte et tout ça, ça se fait naturellement. Et après, au printemps, comme votre sol de tonte a été, de pelouse a été perforé, il a été enrichi en engrais, vous avez une pelouse magnifique sans rien faire. Voilà ce que je pouvais dire quand même en grande partie sur les vers de terre. Très bien, merci. Qu'est-ce que tu conseilles alors j'imagine que tu as un jardin potager. Qu'est-ce que tu conseilles de faire et de ne pas faire pour inviter les vers de terre à rester et à travailler pour toi? Alors, le premier réflexe, c'est d'abandonner le motoculteur. Déjà parce que ça pollue, ça pue, ça embête les voisins, ça fait du bruit, etc. Et ça a un coût. Le deuxième, d'abandonner la bêche, parce qu'on ne doit pas retourner le sol, parce que les habitants du sol qui vivent dessus, c'est parce que c'est l'endroit où ils doivent vivre. Ceux qui habitent à 30 cm en dessous, ils n'ont pas du tout envie de se retrouver au-dessus de la surface, etc. Donc on utilise ce qu'on appelle une grelinette, c'est-à-dire qu'une sorte de fourche avec deux manches, et on se contente de crever le sol, mais de jamais retourner, uniquement pour aérer et faciliter la décomposition, le décompactage, si on veut, du sol. D'accord. Et donc ça, c'est la première démarche. Voilà. Et la deuxième démarche, j'ai bien dit au départ que c'était la vie du sol qui générait sa fertilité. Mais à partir du moment où on veut avoir une vie dans le sol, il faut lui donner à manger à cette biodiversité, à ces micro-organismes, etc. Et la meilleure façon de nourrir le sol, c'est tout simplement à l'automne d'apporter de la matière organique, c'est-à-dire de la paille, du foin, des feuilles, etc., etc., de les poser tout simplement sur le sol, laisser passer l'hiver, et arrivé au printemps, tout naturellement, vous allez voir que les 3/4 de cette matière organique que vous aurez déposée à l'automne va avoir disparu. Et en échange, vous aurez un sol qui sera très agréable à travailler, alors qu'en fait, vous n'avez rien fait mécaniquement. C'est uniquement la vie du sol qui a préparé pour que vous venez avec un plantoir, vous plantez votre tomate et vous allez voir, ça va bien se passer. Très bien. Voilà. Donc, pour info, dans mon jardin, j'ai installé, c'est le jardin du Feignant, j'ai installé un hamac avec un tarp au-dessus, une bâche pour pouvoir en profiter quand il pleut. Et les vers de terre, j'attends qu'ils travaillent pour moi et ça se passe relativement bien, je précise. Super, merci beaucoup. J'ai une dernière petite question. Quand on retourne sa parcelle, enfin justement, non, on ne la retourne pas, mais quand on utilise la grelinette, est-ce qu'on utilise la grelinette sur l'intégralité ou juste sur la zone qu'on doit planter ? Alors, pour info, en parlant de zone qu'on doit planter, il faut savoir que je travaille, moi, pour ce qu'on appelle des planches, c'est-à-dire des zones de 80 cm de large, avec ce qu'on appelle des passe-pieds de 40, c'est-à-dire des allées, 40 cm. Alors, pourquoi ce modèle-là ? C'est tout simplement parce que si on ne veut pas écraser la vie du sol, il ne faut pas marcher sur le sol, puisqu'il y a des galeries qui sont faites, il y a toute une organisation. Il faut imaginer que dans le sol, en fait, il y a toute une organisation au même titre que la vie terrestre.
C'est-à-dire que chacun a sa place. Il y a des avenues faites par une taupe, par exemple, ça va faire un grand boulevard. Un ver de terre, lui, va faire une sorte de cheminement différent, etc. Et si vous arrivez, entre guillemets, avec vos gros sabots, vous effondrez tout le système qui est en dessous. Alors bien sûr, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais sincèrement, vous bouleversez complètement l'activité. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai des planches de 80 cm de large. J'ai une grelinette qui fait ma largeur en une fois. Et donc, je passe ça, si c'est nécessaire, parce que si le sol est suffisamment décompacté, ce n'est pas nécessaire du tout de repasser à la grelinette. Il faut s'en affranchir totalement. D'accord. C'est au moins au départ, quand on veut rentrer dans ce système de permaculture, ce qu'on appelle permaculture, qu'il faut aider au moins le système au départ, parce que quand c'est trop compacté, la vie du sol va mettre beaucoup trop de temps à se mettre en place. Voilà. D'accord. Donc, si je veux planter, par exemple, des pieds de tomates, j'ai pas besoin de greliner l'intégralité de la parcelle. Je peux juste greliner l'endroit où je dois planter je dois mettre mon plant. Oui, c'est suffisant ou pas? Ça, on le fait à l'automne. À l'automne, on donne un coup de grelinette pour décompacter. D'accord. On met la matière organique, on attend que tout le travail se fasse tout l'hiver et au printemps, et arrivé au printemps, vous plantez vos tomates au mois d'avril, mai, et ça se passe très bien. Le travail aurait été fait. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage sur les vers de terre qui œuvrent en silence dans nos jardins. Donc on va adopter votre méthode, ça me va bien, un hamac, à attendre que les vers de terre travaillent. C'est le bien. jardin du Feignant, je sais pas vous, mais ça marche très bien. Oui, quand on a un grand terrain, ça peut être pratique. C'est chouette. Moi, je laissais déjà mes feuilles quand je voyais mes voisins le faire. Moi, j'habite dans la forêt, Ouais. vous le savez tous en privé. Je ramassais déjà plus les feuilles ni la paille. Et puis moi, je tombe qu'une seule fois au dernier moment, quand il n'y a plus de feuilles, de fleurs, parce que j'arrive pas à les couper, ça me fait mal au cœur. Donc ça m'allait déjà bien. Bah, c'est parfait, tu as adopté déjà la bonne méthode. Je vais continuer. Super. Oui. Je voudrais ajouter, et c'est très juste ce que Sandrine dit concernant les tontes, moi je suis assez révolté quand je vois les gens qui arrivent dans les déchetteries avec la petite remorque et puis 3 brouettes de tonte. Sincèrement, quand on a un jardin, qu'on a de la tonte, ça veut dire qu'on a un jardin, on a obligatoirement une zone où déposer cette tonte, voire ne pas tondre ou faire des tontes sélectives. Moi, c'est ce que je fais dans mon jardin. Je me fais des passages, puis à un moment donné, je fais en sorte de tondre un minimum, effectivement. Et vous allez voir, vous allez découvrir des fleurs qui vont apparaître de manière spontanée. C'est magnifique et c'est superbe. Et donc, sincèrement, tous ceux qui prennent leur petite voiture pour aller mettre ça à la déchetterie, je pense que ça devrait être complètement interdit. Enfin, c'est ce que je pense. Bah alors soyez feignants en fait. Faites rien dans votre jardin. Non, mais le jardin, vous aurez des fleurs, des insectes ou des oiseaux. Un titre d'ouvrage qui existe, c'est le potager du paresseux. Et j'adhère pleinement à cette situation. J'aimerais bien voir vos légumes quand même. Il faudrait que je vienne voir ça. Merci Avec beaucoup plaisir. en tout cas Dominique. Retrouvons maintenant Chloé qui va nous parler de ses coups de cœur villégiature dans Lyon. Alors effectivement, dans le magazine, vous pouvez retrouver un article spécialement sur les logements insolites qu'on peut retrouver dans Lyon et un petit peu autour du département. Et je vous en ai sélectionné 3. Donc vous pourrez retrouver un écolodge qui est situé à quelques kilomètres du célèbre château fort de Guédelon à Trény. Il est parfait pour accueillir une famille de 6 à 8 personnes. Et nous, les vacances en nature notamment, c'est qui limite l'impact écologique, on dit totalement oui. En plus, c'est magnifique. Oui. Donc, ensuite, si vous êtes à la recherche d'un logement insolite durant votre découverte du vignoble chablisien, vous pouvez vous rendre au lodge des Grands Crus, où vous retrouverez des lodges flottants ou sur pilotis aux allures de tonneaux. Et là-bas, vous êtes sûr que le vin et le confort sont garantis. C'est clair, c'est des paysans au possible. Donc on va sortir maintenant un petit peu du département, c'est aux alentours et nous nous rendons au domaine de la Pierre Ronde qui offre un cadre fantastique au bord du lac de Chambou à seulement 30 minutes d'Avalon.
Ce lieu ravira les fans du Hobbit, où chaque logement est féerique. Vous pourrez opter entre maison sous terre, chaumière ou yourte. Et donc vous pouvez retrouver l'entièreté de la sélection des logements dans notre magazine en version digitale. Donc vous aurez le lien dans la description. Merci beaucoup, Chloé. Nous allons donc redonner la parole à Sandrine, qui cette fois va nous parler d'un article santé sur l'importance de prendre soin de son système immunitaire. Donc, comment peut-on réguler ou stimuler son système immunitaire, Sandrine? Alors effectivement, Isabelle, comme tu l'as dit, il y a deux notions dans le système immunitaire, on régule ou on stimule. La notion, c'est que si jamais on stimule une pathologie lourde, un cancer ou quelque chose qui est très inflammatoire, eh bien, on peut augmenter de manière excessive, amplifier la pathologie auto-immune. Donc là, ça peut être vraiment très grave. Donc, c'est pour ça qu'il faut donc réguler, la moduler, nous on appelle ça. Donc, il faut entraîner une réponse, soit avec des anticorps, lorsqu'il y a un virus par exemple, et là on stimule grâce aux anticorps, ou alors on peut stimuler avec des plantes ou une façon de vivre. Il faut savoir qu'on peut soutenir notre système immunitaire bêtement en réduisant nos stress, en ayant un bon sommeil, se coucher avant minuit, on en a déjà un peu parlé, se coucher avant minuit, normalement s'il n'y avait pas d'électricité on dormirait 8 heures l'été et puis on dormirait 10 heures l'hiver et on serait sur une vraie récupération. On pourrait aussi faire attention à notre poids idéal, à notre notion de surpoids, puisque ça malheureusement ça peut empiéter sur notre système immunitaire et puis dès qu'on a une notion de surpoids, eh bien ça veut dire moins d'activité physique. Donc c'est important aussi de faire des activités physiques. En ce moment on peut aller marcher, on peut aller à la piscine, on peut faire du vélo, on peut faire plein de choses qui sont intéressantes pour le système immunitaire. En dehors, pour s'oxygéner, puisque ça aussi, ça fait partie du système immunitaire. On évite tout ce qui est polluant, les perturbateurs endocriniens. Eh bien, c'est le moment d'essayer de faire des nettoyages, de bien manger, de manger des légumes du potager, sains, bio de préférence. Et là, ça booste aussi le système immunitaire. On a des aliments très intéressants pour le système immunitaire. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, je crois qu'on avait parlé de l'ail. Donc que ça soit l'ail cru, l'ail noir fermenté, les deux sont très intéressants pour le circulatoire et pour le cholestérol, l'hypertension. Sinon, vous avez une plante qui est très intéressante, ça s'appelle un natural killer. Ça fait peur comme ça. Natural killer. Donc c'est un tueur naturel. C'est l'astragale. C'est une plante qui est très intéressante en décoction ou en ampoule. Et là, elle détruit les cellules malsaines. Donc c'est très très intéressant à savoir puisqu'elle va à nouveau stimuler et défendre le système immunitaire. On a d'autres choses que vous connaissez plus. Ça, alors ça, c'est souvent en magasin bio. On ne peut pas produire ça on dans peut notre jardin, en faire dans le jardin. Après, il faut acheter des pieds bêtement. On en a ici en France. On peut en retrouver. Vous avez une petite marchande de plantes, d'ailleurs qui est très grande, qui est à Toussy, au marché de Toussy. Et vous avez aussi un jeune qui s'est lancé dans le bio à côté de la Ferté-Loupière. Ça, ce sont des personnes qui ont des pieds de plantes un petit peu à part, qui peuvent vous aider, et atypiques pour les planter. Le curcuma, on connaît tous un petit peu, c'est un anti-inflammatoire intéressant. Vous avez ensuite tout ce qui peut être l'échinacée, et puis c'est tous ces champignons qui sont à la mode maintenant depuis quelques années du système immunitaire, shiitake, maitake, reishi, qui sont très intéressants pour booster le système immunitaire et le moduler. Tous les champignons sont très bons pour le foie et tous les champignons sont des antidépresseurs. Ça, les gens ne le savent pas forcément, et c'est vrai que quand on ne va pas bien au niveau de notre système immunitaire, le moral ne suit pas non plus. Ou le moral ne suivait pas avant. Je pense à l'huître. C'est pas. Alors, il y a pas des vertus. L'huître a des vertus très intéressantes. Il y a ce côté iodé qui est importante pour le système thyroïdien, système endocrinien. Et l'huître est dynamisante, Isabelle, et aphrodisiaque, ma très chère. Donc, ça ne m'étonne pas que ce soit toi qui nous parle de ça. L'huître est iodée. Il y a des personnes qui ne peuvent pas trop manger iodé. Toutes les personnes qui sont en hyperthyroïdie, par exemple, pourraient être gênées par tous ces crustacés.
Donc, puisqu'on est vers la mer, est-ce que les algues ont des propriétés Les qui algues aident le système sont immunitaire? très intéressantes. Il y en a une qui est très connue depuis longtemps, qui est la spiruline, Voilà. qui est une algue avec un goût un peu particulier, un goût duré, qui est intéressante pour le système immunitaire, pour la perte de poids. C'est une algue avec hyperprotéinée, donc on peut la manger en tant que végétarien, ça va remplacer un steak. Vous avez aussi des vitamines B à l'intérieur. Il y a une algue qui est aussi connue, qui s'appelle la chlorella, qui est plutôt une algue détox, donc qui peut nettoyer pour faire de la prévention des maladies. Si on est propre, on ne tombe pas malade. Voilà. Donc le nettoyage se fait au printemps et à l'automne. Préparez septembre-octobre pour faire votre nettoyage. Vous avez le moringa, qui est plutôt un thé, mais qui ressemble un peu à cette poudre verte de la spiruline, qui est intéressant parce que le moringa, comme on peut le faire sous forme de tisane ou sous forme de paillettes sur l'alimentation, les salades, même un potage après cuisson, eh bien, a aussi beaucoup de protéines et a plein de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments très intéressants. Et le goût est bien plus sympathique que la spiruline. En tout cas, moi, ça reste mon avis. Voilà. Vous avez aussi la levure de bière, que beaucoup de personnes connaissent. La levure maltée est un peu moins amère pour ceux qui seraient gênés par le côté amer de la levure de bière. Ouais. Levure de bière, pareil, on peut la saupoudrer sur les crudités, sur les plats après cuisson. Et là, vous boostez votre flore intestinale. C'est un prébiotique. Et donc, à partir du moment où vous travaillez sur votre système, sur votre flore intestinale, ce sont des notions de bactéries. À nouveau, on est dans cette notion de ver de terre, de terrain. C'est notre terrain à nous. Je suis en train de me poser une question qui est peut-être un peu bête, mais enfin bref, c'est pas grave, on va la poser quand même. Levure de bière, donc si on consomme de la bière, ça a les mêmes effets ou pas? Non, Isabelle, les huîtres et la bière, c'est le week-end. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Non, la levure de bière, c'est vraiment sous forme de paillettes ou de gélules qu'on peut retrouver en type de complément alimentaire en magasin bio à nouveau. Oui, non, mais ça, oui, ok. Voilà. Ça marche. Non, mais c'était rigolo. Je suis grande consommatrice, donc bon, voilà. Très bien. Eh ben, est-ce que tu as des choses à rajouter sur le sujet? On peut parler un petit peu soit des produits de la ruche. Vous avez la gelée royale qui est très intéressante aussi pour le système immunitaire. Pour les gens solides, la gelée royale, c'est fort, c'est piquant. Si vous apercevez que c'est trop fort pour vous, vous le donnez à votre conjoint ou aux enfants et vous dites que pour vous, c'est le pollen ou le miel. Ensuite, vous avez aussi toutes les huiles essentielles. Alors, ce qui est bien connu pour le système immunitaire, le Ravinsara, système immunitaire, le tea tree, antibactérien à large spectre. Et puis, vous avez aussi le thym. Le thym, c'est un antifatigue, mais alors surmenage général, émotionnel, spirituel, physique, organique. Donc, on peut mettre aussi une goutte de thym dans la tisane. Vous mettez une goutte de chaque dans votre tisane, dans une petite cuillère à café de miel. Et là, vous faites ça 5 jours et vous êtes bien tranquille s'il y a des épidémies autour de vous. C'est vraiment pas mal. L'eucalyptus respiratoire. Le clou de girofle, il est digestif, mais il est aussi intéressant comme anti-inflammatoire et bactéricide. Donc on a vraiment des choses dans la nature sous forme de plantes et d'autres formes galéniques, liquides, solides, qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. D'accord, très bien. Donc là, toutes les huiles essentielles que vous venez de citer, on peut les ingérer. Tout à fait. L'idée... Quelles sont les... Oui, pardon. L'idée, c'est de les mettre soit dans une cuillère à café d'huile, de miel, ou sur un morceau de sucre roux, jamais pur en bouche. Si vous voulez les mettre purs, vous mettez une goutte sur votre dos de la main et vous la lampez. D'accord. Là, en lampant, on est passé sur 2 supports et on ne risque pas de se brûler les muqueuses. D'accord. Des contre-indications sur ces huiles essentielles? Respecter les posologies. Donc moi je vous dis, pour un mug ou une tasse, vous mettez 2 à 3 gouttes maximum d'huile essentielle. Donc une goutte de chaque, une Ravinsara, une tea tree et puis une goutte de thym. Ok. Il y a des précautions pour des personnes à risque ou pas? Les enfants, les femmes enceintes? Les femmes enceintes, on va conseiller de faire plutôt une tisane que d'aller se jeter sur les huiles essentielles. Ok, voilà. Donc, vaut mieux, voilà. Très bien. Merci beaucoup Sandrine pour cet article. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'article écrit par Sandrine sur notre site internet, dans notre magazine digital que vous pouvez retrouver sur notre site, les réseaux sociaux et aussi également en commentaire de cette vidéo. Retrouvons maintenant Chloé pour la sélection coup de cœur des châteaux dans l'Yonne.
Alors, on le sait tous, ou pas forcément, notre cher département regorge de châteaux aussi beaux les uns que les autres. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous en présenter 3, dont du coup les 3 coups de cœur que j'ai eus. Donc en premier, nous retrouvons le château de Chastellux, qui est ouvert du 1er juillet au 17 septembre. Il appartient à la même famille depuis près de 1000 ans. Il est ouvert au public pour notre plus grand plaisir durant cette période. Ce château est planté sur un pic rocheux. Il nous émerveille de sa grandeur. Alors n'hésitez pas à aller visiter le château, ainsi que le parc et son église. Ça aussi, c'est un de mes coups de cœur. Oui. Sur la sélection, j'ai adoré, mais il faut vraiment qu'on aille le voir. En second plan, nous avons le château de Plessis-Saint-Jean, ce qui était à la base une forteresse est alors devenu le château de Plessis-Saint-Jean. De juillet à septembre, vous pouvez voyager à travers les siècles avec ce vestige médiéval. Il est entouré par la forêt, donc vous pouvez profiter du plaisir de la nature en vagabondant dans le parc du château entre les arbres fruitiers aux variétés anciennes. Et enfin, nous avons le château de Ratilly, qui est une forteresse médiévale devenue un centre artistique de premier plan. Il met en avant l'art sous toutes ses formes. Vous pourrez y découvrir des expositions, des concerts, des projections cinématographiques ou encore un atelier artisanal de poterie. Vous pouvez visiter le château tous les jours de 10h à 18h jusqu'au 17 septembre. Et vous pouvez évidemment retrouver toute la sélection des châteaux dans Lyon, dans notre magazine digital. Très bien, merci Chloé pour cette belle sélection. Nous finirons cette émission numéro 3 par un article énergétique présenté par Sandrine et écrit par Coralie. La Lune a une incidence en fait sur les marées, sur les jardins, sur nos humeurs aussi. Donc comment bien vivre avec la Lune ? Alors, comme tu l'as dit, en fait, on est influencé par la Lune. On le voit par notre sommeil, parfois, lorsqu'on a la pleine Lune. Il y a 2 phases au plus haut énergétique lunaire. On a la pleine Lune et la nouvelle Lune. On peut travailler sur des rituels pour s'accompagner et se faire du bien et mieux gérer ces périodes, notamment si on est gêné pour le sommeil. Et puis aussi pour résoudre les soucis du quotidien. On peut parler du rituel de nouvelle lune. Il est plutôt au moment du fin du cycle lunaire ou des débuts de l'autre. En général, vous avez un ciel noir et la lune est complètement invisible. On ne la trouve pas. On est sur une énergie qui est plus calme, ce qui fait qu'on peut reparler des plantes. La sève des plantes va redescendre dans les racines et pour une femme, on pourrait très bien être dans la période de menstrue. Ce sont des périodes de nouveau départ puisque c'est une période de transition, de changement et on peut dans ces cas-là lisser nos manifestations positives et faire une introspection, une espèce de transition pour se dire voilà où j'en suis, où je vais et comment le faire de manière positive pour que ça soit encore mieux. Pour cela, on peut faire soit un tableau de visualisation, on peut découper des dessins, mettre des photos, faire des dessins soi-même, faire des collages, mettre les mots importants. Et puis, bien comme ça, en les regardant chaque jour, eh bien, ça peut nous permettre de ne pas quitter nos yeux de notre objectif et de savoir le réussir. On peut aussi méditer et visualiser les résultats. Une fois qu'on visualise, par exemple, le résultat d'un examen ou comment va se passer l'examen avant de le réaliser, eh bien, on a un pied dans la réussite. On est déjà dedans, on est moins stressé le jour de cet examen et c'est plus facile de le réussir. C'est comme si on l'avait déjà passé, finalement. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez aussi les rituels de pleine lune qui sont intéressants. Là, on est plutôt à mi-chemin du cycle lunaire. Et là, par contre, on ne voit qu'elle au niveau du ciel. Jour-nuit, elle est vraiment énorme, elle est magnifique. On a donc une énergie à l'apogée. Donc là, vraiment, c'est facile de pouvoir déterminer cette notion-là. La sève, cette fois-ci, monte en flèche dans les plantes. Et la femme, elle, va plutôt être en ovulation. C'est le moment de faire des enfants. Elle va s'arrondir comme la Lune. La Lune est très très en présence des huîtres et du sacré féminin. On peut avoir aussi des petits exercices à faire parce que c'est le moment du lâcher-prise et du pardon.
Donc c'est vraiment une période essentielle parce qu'on a tous ce type de notions qui nous viennent à l'idée ou de personnes à qui on a pardonné des choses. Donc c'est assez concret. On a 3 exercices possibles qui sont proposés par Coralie. On peut faire un journal de gratitude ou de reconnaissance, à nous de mettre le nom qu'on souhaite. Et là, on met les victoires du mois. Ah, j'ai réussi à conduire ma voiture sans avoir peur dans le premier virage. J'ai réussi à parler à mon fils, il a fait sa chambre. Enfin voilà, des choses plus ou moins bêtes, mais très importantes dans le quotidien pour bien le gérer et bien le vivre. On fait donc un bilan positif. Pour être plus épanoui, on parle de bilan positif, c'est de savoir dire ou expliquer à une personne que, eh bien, en cette période-là, on n'a pas envie de discuter de quelque chose de négatif. Ah, aujourd'hui, je ne suis pas prête à t'écouter. Voilà. Par exemple, le dire gentiment pour se sentir plus libre au niveau physique, émotionnel ou spirituel. On n'est pas toujours prêt à écouter nos proches. Et là, vous pouvez vous séparer du négatif sous toutes ses formes. On peut écrire une lettre de pardon. Mais par contre, quand on écrit des lettres, on est dans l'art-thérapie un petit peu, eh bien, à un moment donné, vous ne relisez pas votre lettre, vous la brûlez ou alors vous l'envoyez par courrier à une adresse imaginaire qui va circuler un maximum de temps pour mettre les informations au plus loin. On peut aussi recharger les cristaux. Cette période de pleine lune, c'est là où on peut recharger les cristaux. Donc, ça peut être une améthyste, ça peut être une obsidienne, une tourmaline, toutes les pierres qu'on aime bien, un cristal de roche. Et après les avoir nettoyés, on peut les redynamiser à cette période de lune qui fait monter les énergies. On expose tout simplement la pierre à la lumière lunaire. Toutes les pierres peuvent être exposées à la lune ? Non, en fait, là, vous aurez, on a vraiment différentes catégories de pierres. Vous avez des pierres qui se rechargent à la lune, vous avez des pierres qui se rechargent au soleil, vous avez des pierres qui se rechargent à la terre, à l'eau. Il y a des pierres qu'il ne faut surtout pas toucher ni bouger. Donc là, vous vérifiez, vous avez des livres de lithothérapie, puisque ça s'appelle la lithothérapie, la science des pierres, où là, Vocero, vous avez quand même pas mal de livres où on vous dira comment utiliser et quelle pierre peut être sourcée pour la Lune. Alors moi, personnellement, j'avoue que j'imagine que les pierres sont nées dans un endroit précis et que si c'est une pierre de caverne, eh bien, je vais la laisser plus vers la terre, peut-être. Plutôt vers la terre. Oui. Voilà, vous pouvez regarder un petit peu dans cette notion-là. Pour certaines pierres, si on les met à l'eau, je pense par exemple au sel de l'Himalaya, là, vous n'allez plus rien avoir. Ah oui. Donc, on peut plutôt conseiller de la fumigation ou pourquoi pas la lune, le soleil. Oui. Effectivement. Là aussi, il y a une question d'intuition à avoir ensemble. Mais dans le doute, allez voir sur les livres. Et vous pouvez aussi magnétiser ou énergiser votre eau potable en la chargeant à l'énergie lunaire. Donc vous pouvez mettre votre eau préalablement, moi je dirais nettoyer par un bâton de charbon, et vous pouvez mettre une carafe d'eau avec des céramiques, pourquoi pas au fond, une quinzaine de céramiques, et les mettre à la lune dehors. Et ça va être très intéressant aussi. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Sandrine, pour ce très joli sujet. Ici prend fin notre émission numéro 3, donc en lien avec l'été. Merci à la Télé de Lyon pour cette mise en lumière de nos sujets. Je vous souhaite à tous un très bon été, de très belles vacances pour ceux qui en prennent. Faites attention aux coups de soleil. Enfin, au pire, on a toujours des trucs et astuces dans le magazine pour contrer ce genre de problématiques. Merci à Dominique de sa présence. Merci Sandrine. Merci Chloé. Rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle émission. Et n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Et je finirai par dire souhaiter un très joyeux anniversaire à Chloé qui fête aujourd'hui ses 22 ans. Voilà. Joyeux anniversaire, Chloé. Joyeux anniversaire, Chloé. Je laisse souffler tes bougies. Bravo. Merci l'équipe en off. C'est également sa toute dernière émission.
J'en profite voilà, pour vous dire que c'est la dernière fois que vous allez la voir à l'antenne de la télé de Lyon parce qu'elle va poursuivre ses études dans le sud. Ce n'est qu'à nous revoir. J'espère qu'on la reverra quand même régulièrement. En tout cas, les portes seront toujours ouvertes de la société et même pour qu'on puisse se revoir. C'est un nouveau départ vers quelque chose de différent. Donc, tu as préféré le chant des cigales. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu as bien raison, je te comprends. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur. Donc, tu reviens quand tu veux. Et moi, je t'aime grand comme ça. Voilà. Je vais te faire un gros câlin. Merci pour tout. En tout cas, voilà, c'est comme ça que va se terminer notre émission numéro 3. Voilà, à très bientôt. Au revoir, Merci à bientôt. tous. Au revoir. Au revoir.